Mesdames et messieurs, chers amis du bout des ondes, chers amis de Speedline TV, bonjour et bienvenue dans votre émission Free Speech. En respect à l'article 72 de la Constitution, le chef de l'État, le président Patrice Talon, s'est prêté à l'exercice du message à l'Assemblée nationale sur l'état de la nation. Devant les députés, les membres du gouvernement, les présidents des groupes parlementaires et des commissions parlementaires permanentes à l'Assemblée nationale, les membres du cabinet du chef de l'État, le préfet de l'Ouémé aussi, le maire de la municipalité de Porto Novo, Patrice Talon est revenu sur ses réalisations à la tête de l'État béninois. Mais le hic interviendra vers la fin de son discours, lorsque le chef de l'État monte en fermeté, et cela a surpris plus d'un et n'a laissé personne indifférent. Pour en parler, mesdames et messieurs, j'ai dans ce studio Bertin Corvi. Il est le président de l'Alliance Iroko, mais également il est membre du bloc républicain. Il se veut défenseur du chef de l'État, Patrice Talon. Monsieur Corvi, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à suivre cet élément. Au cas où nous-mêmes, Béninoises et Béninois, acteurs au quotidien de ces avancées, ne les remarquons pas parce que nous avons encore des attentes insatisfaites ou parce que nous restons parfois enfermés dans le déni de nos propres succès. Il y a des regards extérieurs qui nous observent, nous félicitent, nous envient et nous rassurent que nous sommes sur le bon chemin. À titre illustratif, le Bénin vient d'être classé par les organismes spécialisés parmi les 25 destinations touristiques les plus prisées au monde pour l'année 2025. Cette performance inédite n'est autre que le résultat de notre action résolue pour le développement touristique. Et il est clair qu'elle va s'améliorer encore avec l'achèvement de nombreux chantiers en cours dans le pays. C'est le signe que nous avons eu raison de commencer à révéler notre riche patrimoine touristique, créateur d'emplois et de richesses. Dans la même veine, suivant le classement du Forum économique mondial, le Bénin est aujourd'hui 5e en Afrique pour la qualité de son réseau routier. S'il est vrai qu'on ne mange pas la route, il est pourtant vrai que la route fait manger. Plus que jamais. Plus que jamais, nous pouvons affirmer que le chemin du développement passe par le développement de la route. La preuve est que partout, nos concitoyens en réclament davantage en précisant que c'est bien de la nouvelle qualité de route qu'ils parlent. Honorables députés, cette qualité qui caractérise désormais notre action, comme l'illustre notre réseau routier, est devenue la marque de la gouvernance publique du Bénin et celle de sa signature. De sorte que la notation de notre pays ne cesse de s'améliorer. Récemment d'ailleurs, notre notation est passée de B à 2B dans un environnement pourtant globalement difficile. Ainsi, notre pays se positionne parmi les meilleures signatures d'Afrique subsaharienne et peut emprunter à des taux de plus en plus bas. Un autre exemple par lequel la communauté internationale cite notre pays comme modèle est notre programme de cantine scolaire, grâce auquel nous donnons par jour un repas chaud à plus de 1,3 million d'écoliers dans plus de 80% de nos écoles primaires publiques, dont 95% d'écoles en milieu rural. De fait, d'autres pays viennent de plus en plus s'inspirer de notre modèle. Un indicateur, un dernier, et pas des moindres. Cotonou vient d'être classée première ville la plus propre de l'Afrique de l'Ouest et 6e de toute l'Afrique. Cela est certes flatteur, mais notre volonté est de faire toujours mieux, car nous avons vocation à être les meilleurs partout.
Tout ceci devrait nous convaincre que notre Bénin se construit grâce à nos propres efforts. Et c'est cela le secret de tout développement socio-économique durable. Savoir compter sur soi, avoir le soutien des autres. Voilà les propos du chef de l'État devant la représentation nationale. Bertin Corvy, a priori, quelles sont vos impressions? Je suis tout simplement heureux que le président ait pu réellement être célébré comme il le souhaitait au début de son mandat. Parce que, avec la litanie de toutes les réalisations qui ont été citées, les prix et les reconnaissances à l'étranger, je crois que le président Patrice Talon avait le droit d'être heureux que enfin quelqu'un reconnaisse l'effort qui est fait. Parce que quand vous écoutez une certaine frange de la classe politique, c'est que rien n'est fait. Vous les entendez dire, bon, d'accord, il y a des infrastructures, mais bon, tel avait fait plus, tel avait fait ceci. Ça frustre parfois le chef, surtout celui qui est dans l'action. Celui qui est en train d'agir veut qu'on lui reconnaisse ce qu'il fait. Je suis plutôt très content de ce que le président ait assumé et ait revendiqué ce qu'il a fait. Lorsqu'on entend le chef de l'État parler de succès incontestable dans tous les domaines, est-ce que vous pensez que ce n'est pas trop de l'autosatisfaction? Vous m'amusez et je m'amuse même sur ce plateau. Parce qu'en fait, si le président ne le dit pas, qui le dirait à sa place? C'est lui qui sait combien il souffre. Combien diriger le Bénin est difficile. Et d'autres ont fait avant lui, on n'a pas eu les mêmes résultats. Je ne dis pas qu'il n'ait jamais rien fait. Hein. D'autres aussi ont eu des résultats. Mais à ce niveau-là, palpable, il n'y en a pas. Et moi, je reçois effectivement des étrangers qui s'étonnent des résultats qu'on a au Bénin qui sont visibles. Et très bientôt, il y aura peut-être une cérémonie publique où la distinction qui a été octroyée au Bénin par rapport à son niveau économique rapide, la construction de ces infrastructures en 8 ans, ce qu'on a eu à Kigali, le prix africain de développement nous a été décerné pour la résilience du peuple. Parce que le président dit quelque chose qui n'a pas marqué les gens. Il reconnaît lui-même que c'est l'effort national qui permet ça. Il n'a pas dit que c'est de l'argent de sa poche. Il a dit que c'est l'effort des Béninois. Et je vous concède que les Béninois ne mangeaient plus comme ils mangeaient avant. Mais quand un père est en train de construire la maison familiale, je crois qu'on ne mangeait plus comme on mangeait quand il ne construisait pas. Si Cotonou n'est plus Cototrou à certains égards, et vous avez vu qu'on a commencé par travailler maintenant les ruelles, c'est une très bonne chose. On peut reprocher au président d'avoir décidé de faire un saut de crapaud et de nous faire réaliser les infrastructures qu'on aurait dû faire en 25 ans, en 10 ans. Ça, c'est un autre débat. On peut dire aussi que les temps sont durs parce qu'on a focalisé l'attention sur les infrastructures de base. Ça, c'est aussi un autre débat. Mais ici, le président, dans son élément, il est en train d'égrener les réalisations qu'il a eues, les prix qu'il a eu, les reconnaissances de ses pairs. Et moi, je suis heureux de servir ce président-là. Bertin Corvy, vous êtes économiste. Lorsque le président parle, par exemple, de grands travaux, normalement, quand on lance les grands travaux, ça permet, n'est-ce pas, d'injecter beaucoup d'argent au sein de l'économie. Normalement, cela devrait avoir un impact certain sur les populations. Mais pourquoi, dans le cas échéant, c'est le contraire qu'on constate? Mais c'est la loi de Keynes. Alors, je vais vous dire pourquoi ça ne marche pas, la théorie de Keynes dans nos pays. Si nos pays produisaient le matériel pour faire les travaux, à faire les grands travaux, une bonne part de l'argent irait chez les industriels qui produisent du matériel, du Caterpillar, grue et autres. Or, on importe ça. Une première fuite de capitaux. Les matériaux sont importés d'ailleurs. Si on doit avoir du ciment, même si on en produit quelques, le fer, etc. La main-d'œuvre qualifiée vient d'ailleurs. En réalité, la plupart des pays africains
vivent la même situation, où on fait les grands travaux, mais qui n'impactent pas directement les populations à la base, parce qu'en réalité, c'est comme une économie extravertie. Nos grands travaux enrichissent plutôt d'autres sous d'autres cieux. Aussi, les travaux qu'on fait, qui sont de haute technicité, ne trouvent pas d'entreprise locale qui puisse les faire. Aussi, ce qui fait que l'argent va à l'étranger. Par contre, je vous donne raison, il y a quelque chose qu'on peut améliorer. Il faudrait que nous commencions par donner de la sous-traitance à nos entreprises locales. Il faudrait que la CIRAT et la CIMO commencent par exiger des groupements d'entreprises. Une entreprise étrangère qui vient, qui a le savoir-faire, qui a tout ce qu'il faut, doit s'associer à une entreprise locale qui peut-être est à son début, qui va apprendre à côté d'elle, qui peut avoir peut-être 10% de tout le marché, qui va faire les contournements ou bien les travaux qui ne sont pas à haute intensité technologique. On peut le faire. Ils peuvent être ceux qui parcourent les administrations pour les documents administratifs. Au moins, ça leur permet de participer à l'enrichissement que les travaux donnent. Je vous le concède et je suis en train d'échanger avec tous les ministres concernés. En qualité d'économiste fondamentaliste, j'estime que ce pan-là a manqué. Et c'est ça d'ailleurs qui fait qu'on n'arrive pas à faire descendre le bonheur des 8 000 milliards investis dans les infrastructures. Presque aucune partie ne descend pas réellement parce que c'est comme si on téléchargeait ces infrastructures-là chez nous et le fruit de ça reste à l'étranger. Mais ce n'est pas la faute au Bénin. Hein. Le Ghana, c'est pareil. Le Kenya, c'est pareil. Parce que c'est pareil là-bas, ce serait pareil ici? J'ai jamais dit ça. Je dis que c'est la structuration de nos économies qui fait. Nous n'avons pas d'usines qui produisent du matériel de chantier. Or, quand on vous dit un chantier, on veut faire une route là, le matériel de construction, le matériel est plus cher que même les matériaux. Et c'est ça qui fait qu'une bonne partie de l'argent ne reste pas chez nous. Alors, Patrice Talon est très satisfait, n'est-ce pas, des travaux Moi aussi. Patrice Talon revient avec fierté sur un certain nombre de réalisations. Il parle par exemple au niveau de l'eau, de 80% de taux de pénétration de l'eau potable au sein des populations. Est-ce que ces 80% de pénétration sont palpables sur le terrain? Alors, je vous demanderai de vous approcher de ceux qui sont des collines. Dassa, Glazoué et autres et tout. Et vous vous rendrez compte qu'ils vous diront que oui, il y a eu satisfaction. Par contre, il y a le projet de Savalou, où le marché a été confié à une entreprise béninoise qui malheureusement n'a pas fait un bon travail, qui est en train d'être repris, etc. Ce qui fait d'ailleurs que parfois quand vous allez plaider qu'on donne des chantiers aux nôtres, quand vous sort l'expérience passée, vous ne pouvez plus réellement les défendre. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas les associer à côté avec ceux qui ont le savoir-faire pour qu'ils apprennent, on dit à ricocher, qu'ils apprennent à cause de ceux qui le savent. Oui, il y a la pénétration à cette hauteur-là. Mais attention, ne confondez pas la pénétration au niveau national à la pénétration à Cotonou. Je vous concède que dans Akpakpa, il y a encore des choses à faire. À Fidjirose, il y a encore des choses à faire. Mais le projet est déjà lancé, les chantiers sont en cours. Et Cotonou, bientôt, n'aura plus de difficultés à avoir de l'eau dans ses robinets. Alors, lorsqu'on prend le domaine de l'électricité, le chef de l'État dit que ce que nous constatons comme difficulté en cette matière est dû à l'arrivée à l'implantation de grandes entreprises. De quelles entreprises parle-t-il? Alors, je ne sais pas. Ce que je sais, et je me connais un peu à notre secteur électrique, vous savez, le Millennium Challenge Account a investi 400 millions de dollars. Et le Bénin a, je crois, ajouté 32 millions de dollars. Ce qui a fait qu'on nous a donné, on nous a fait une nouvelle architecture de distribution électrique. Donc, on a l'autoroute de l'électricité qui est déjà fait. Il faut maintenant se brancher à ça, se connecter à ça. Il y a des grands groupes qui sont ici, comme Vinci, comme d'autres, qui travaillent effectivement. Donc, ce qu'ils sont de faire a d'impact sur d'abord la stabilité du réseau.
quand ils auront fini, eh bien, les Béninois n'auront plus de problème d'électricité. Par contre, il faut préciser que quand le président Patrice Talon venait en 2016, le Bénin produisait 0% de mégawatts. Tout l'effort du président Yahi Boni, qui avait déjà compris le besoin de l'électricité, a été ruiné par l'accident de Maria Gleta, qui n'est pas de sa volonté à lui. Donc, ça nous a privés de cette capacité-là. Le président Talon a fait Maria Gleta 2. Et il y a aussi le champ solaire du plateau, qui fait qu'on est à environ 142 mégawatts non, 152 mégawatts de production intérieure d'électricité. Il y a 240 mégawatts supplémentaires qui sont lancés et qui doivent... Bon, j'ai voulu prendre 128 mégawatts dans Panouya, dans le projet Dogo Bis. Malheureusement, les Béninois ont tout fait pour saboter, que ce soit moi qui fasse le projet, mais bon, ça c'est un autre débat. Bref, le pays est en train de se doter de capacités à produire de l'électricité et à distribuer. Alors, il promet que dans 24 mois, notamment l'année prochaine, 2025, il y aura du courant en suffisance pour tous les Béninois. Vous y croyez-vous? Oui, j'y crois. J'y crois tout simplement parce que la foi vient de ce qu'on entend. Il ne faut pas oublier que le président est un chef d'État, il doit nous donner l'espoir. C'est d'abord ça. Tout ce que le président dit ne doit pas être, le tout n'est pas apprendre lettre à la poste pour dire c'est déjà là forcément, mais on tend à cela. Lui doit donner, c'est-à-dire mettre la pression sur ceux qui travaillent pour qu'ils sachent que le président dit qu'à telle période, on a ceci. Hein. Puis s'ils travaillent déjà, ils feront tout pour vite travailler. Donc, un chef ne viendra pas dire, bon, s'il plaît à Dieu, ça c'est pas un chef, un chef ne parle pas comme ça. Mais tout est en perspective. Est-ce que ce n'est pas des gens comme vous qui faites que Patrice Talon, à un moment donné, se sent tout bien faire et donc ne se sent pas dans le besoin d'aller davantage plus loin tel que l'attend la population béninoise? Ah ben vous m'amusez, vous. Et qu'est-ce que des gens comme nous feraient? Vous savez bien que moi, pour ceux qui me connaissent, quand j'estime que ce n'est pas bien fait, j'ai le courage de le dire. Quand il y a des choses à améliorer, je le dis. Il y a des choses même que je peux aller dire au président directement parce que, par la grâce de Dieu, il arrive au président de vouloir me voir. Et quand lui me voit, moi aussi je le vois. Le président Yarima disait que voir Yarima, celui que Yarima veut voir. Mais bêtes qu'ils sont, il dit je vois Yarima quand je veux. C'est le président qui veut voir et quand il vous voit, vous le voyez aussi. Moi je parle, je dis au président ce que j'estime qu'on peut améliorer et parfois il donne ses raisons. S'il a raison, oui, je dis président vous avez raison. Si j'estime qu'il n'a pas raison, je trouve les mots pour dire que je ne suis pas d'accord, on peut améliorer ceci. Ceci ne m'empêche pas d'utiliser l'opinion publique. Et ça, c'est une tactique de psychologie de la communication. J'utilise l'opinion publique pour donner mon avis, pour voir ce que les Béninois vont en dire. Et si les Béninois en disent quelque chose, le président est aussi parmi les Béninois. Donc vous êtes dans de la provocation. Ce n'est pas de la provocation, c'est de la psychologie. C'est de la tactique, au fait, pour que le chef soit déjà informé de ce que vous voulez lui dire avant d'aller à lui. Donc, je fais l'analyse dans le domaine public. Il y en a qui me reprochent ça. Vous dites, oui, mais tu peux aller le voir, le lui dire. Mais quand tu vois le président, c'est à peine 1 heure de temps. Quand il est vraiment généreux ce jour-là. Sinon, c'est 30 minutes, 15 minutes. Tu as le temps de lui dire quoi. Mais quand tu as fait un audio que son épouse a reçu, que son fils a reçu, qu'il y a quelqu'un avec qui il a une relation affective a reçu, mais est-ce que tu as écouté Kouvi? Ah bon, il a dit quoi? Il a dit ceci. Ben, ils réfléchissent déjà à ça avant que tu ne viennes le voir. Lorsque vous prenez par exemple le domaine de l'industrialisation, il parle de l'industrialisation du Bénin dont la vitesse surprend tout le monde. Oui. De quelle industrialisation parle-t-on? Et quel est le rôle par exemple du soja dans ce processus d'industrialisation pour qu'on puisse par exemple mettre la main sur la libre circulation de ce produit? Alors, vous posez 2 questions en une. Allons d'abord à l'industrialisation dont parle le président. Je crois que je devrais organiser pour vous une visite à la zone franche industrielle de Glodjibé. C'est vrai, c'est l'extraterritorialité, mais c'est quand même au Bénin que c'est fait. Sur cette zone-là, s'installent plusieurs usines. Est-ce que le modèle est adapté? Ah oui, le modèle est adapté. La seule chose que moi, à la longue, je vais demander qu'on améliore, c'est que aujourd'hui, ceux qui viennent sont propriétaires de leur usine à 100%, enfin de leur business à 100%. Je crois qu'il faudrait faire en sorte que les Béninois,
le capitaliste béninois ou bien le capital béninois soit de 10 à 35%, sinon de 10% au moins. Pour que, comme je disais par rapport aux entreprises étrangères, les Béninois se servent des étrangers qui viennent pour aussi se mettre dans l'industrialisation. Ça, on peut améliorer ça. Mais au début, si vous ne donnez pas la part du lion aux capitalistes, il ne vient pas chez vous. Les Chinois sont passés par là. Ce n'est pas une erreur. Mais quand ils vont finir par s'installer, l'attractivité de notre secteur, de notre pays, fera que nous pourrions désormais exiger plus de conditions. Ça, on peut l'aimer. Donc, l'industrie, eh bien, l'industrie est là. Maintenant, l'acajou. Je vais prendre l'acajou déjà. L'acajou, le Bénin a investi dans la productivité des anciens champs d'acajou en finançant des jeunes qui ont élagué les anciennes branches, qui fait que si tu faisais 1 tonne à l'hectare, aujourd'hui tu fais 2-3 tonnes. Très bien. Il y a aussi de nouveaux plans qui ont été mis sous terre. Ce qui fait que le Bénin a une situation un peu tendue. La capacité de transformation d'acajou installée à Glodjigwe équivaut presque à notre production. Alors si un seul acajou va à l'étranger, c'est un acajou de moins pour notre industrie à nous. Ce qui fait que il y a des restrictions à manipuler ce produit-là. Il faut l'empêcher à aller à l'étranger. Et sur le soja? Ben, le soja aussi, pareil. Maintenant, le soja, contrairement à ce que les gens croient, même jusqu'à l'année dernière, celui qui voulait exporter le soja par le port du Bénin pouvait le faire. Il suffisait seulement qu'ils prennent la licence. Moi, j'avais une licence d'exportation, mais bon, c'est que le prix du soja s'est effondré à l'international et les nôtres ici voulaient 500 francs, ceci. Parce qu'ils ne comprennent pas quelque chose. Je vais vous dire ceci. Les Béninois se sont mis dans le soja. Quand le kilo de soja était même acheté au Bénin à 700 francs. Vous savez pourquoi? La Chine était en train de reconstituer son stock de soja. La Chine a déjà reconstitué le stock et désormais la Chine vend aussi. Conséquence, il y a plus de soja disponible à la vente que d'acheteurs. Ben, l'offre et la demande étant à l'équilibre, le prix du soja a baissé. Mais c'est toujours bien pour nos populations. Ce qu'il faut améliorer dans notre production de soja, c'est qu'au Togo, à l'hectare, ils sont à 3 tonnes. Ici, on est difficilement à 1 tonne. Il faut que le ministère de l'Agriculture travaille dans ce sens et améliore ça. Maintenant, venons à votre problème qui vous préoccupe. Pourquoi on empêche le soja de sortir du Bénin? On empêche le soja de sortir du Bénin d'abord parce qu'on a un port qui a besoin d'activité. Celui qui veut exporter le soja, eh bien, qu'il exporte par le port de Cotonou, il prend la licence, l'agrément, il va le faire. Aussi, les nôtres n'étant pas aussi organisés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient l'argent chez des Indo-Pakistanais qui se mettaient là et c'est eux qui emportaient. Dès que le gouvernement a mis 110 francs de plus, c'était à 30 francs les frais. Le gouvernement a mis 110 francs de plus. Et ça a été une mauvaise conjoncture parce que le soja était à 700 francs, les frais étaient à 30 francs. Quand le gouvernement a ajouté 110 francs pour prendre une partie du bénéfice, eh bien, le soja s'est retrouvé à moins de 500 francs à l'international. Donc, les importateurs ne voulaient plus parce qu'ils trouvent que les frais étaient trop élevés. Cette année, par exemple, le budget a enlevé les frais et les a ramenés aux 30 francs qu'on avait avant. Alors qu'au Togo, aujourd'hui, c'est encore 80 francs. Le soja Borchamp au Togo est à 250 francs. Chez nous, c'est à 275. Et il y a une réforme, oui. Mais je trouve effectivement qu'il faut améliorer la réforme parce que la réforme est en train d'aller un peu trop vite. On a exclu les commerçants collecteurs. Et ça, on n'a pas encore huilé notre système pour qu'on puisse enlever ceux-là du business aussi facilement que cela. Parce qu'il y a une chose, c'est souvent le collecteur commerçant qui préfinance le paysan. Quand il a préfinancé, à la récolte, il a un certain nombre de quantités de soja qu'il prend. Enfin, vous êtes du village, vous savez. Bon, aujourd'hui, quand c'est comme ça, au titre de la réforme, on risque de les arrêter pour dire qu'ils sont de chaîner la filière. C'est d'ailleurs pour ça que j'essaie d'échanger avec eux. Maintenant, pourquoi est le soja et l'acajou? Qu'ici, ces deux-là n'ont pas un titre de convoyage.
deviennent des produits prohibés. Le 12 septembre 2014, et c'est le président Yaïboni qui a signé, le ministre Abiola François a signé, Komi Koutié a signé, le ministre Jonathan aussi a signé. Ce sont eux qui ont signé le nouveau code douanier en vigueur. Et ce code-là, justement, est un code de la CEDEAO et adapté aussi à l'UEMOA. Dans presque tous les pays, il est dit qu'il faut protéger la production agricole du pays. Vous ne pouvez pas sortir vos produits agricoles sans autorisation, sans un certain nombre de documents. Pourquoi c'est fait? C'est pour avoir les statistiques et pouvoir dire savoir combien on a produit. Et au-delà de ça, c'est pour protéger sa capacité d'industrialisation. Sans matière première, il n'y a pas d'industrie de possible. Au détriment du bonheur des agriculteurs? Non, parce que justement, 15 pays ne peuvent pas se décider au détriment du bonheur des agriculteurs. Au contraire, c'est pour leur bonheur. Maintenant, on n'a pas fait de l'andragogie. On ne leur a pas fait comprendre le mécanisme. Parce que quand un produit est appelé, sauf à une prohibition relative, si vous n'avez pas les documents qu'il faut, quand la douane vous trouve avec ça, la douane saisit. Évidemment, nombreux se demandent est-ce que c'est de la douane, c'est de la drogue. Non. Il y a deux types de prohibitions au niveau douanier. Et ne vous trompez pas, je viens de découvrir ça et je peux vous faire un cours sur le code douanier désormais, je l'ai lu tout le temps. Je m'énervais contre eux jusqu'à ce que j'aille là-bas, ils me sortent le code et je ne dirais pas que j'ai eu la honte de ma vie, mais je suis ressorti totalement refroidi parce qu'il y a une loi qui est votée en 2014. Le président Talon a pris le décret d'application. Il aurait fallu aussi expliquer et bien expliquer aux populations pour qu'elles comprennent. Parce que nombreux ne comprennent pas que ce soit elles et que ce soit eux qui a produit leur soja, qui a produit leur acajou, et qu'on leur dise qu'ils ne peuvent pas en disposer comme ils veulent. Ils ne peuvent pas aller vendre ça où ils veulent. Mais dites-moi, mon cher ami, quel paysan réellement amène son soja ou bien son acajou au Togo? Ce sont les commerçants. Donc ce n'est pas le paysan qui est en cause ici. Mais déjà le paysan est empêché de c'est-à-dire il ne peut pas prendre sa production du champ vers la maison sans... Non, ça c'est Madame Adegoke, Rachida, vous le faites de là. Au fait, elle est allée au-delà de ce qu'elle pensait. Le document dont on parle, c'est le document que prend le convoyeur. C'est-à-dire celui qui a 5 tonnes, 1 tonne, 2 tonnes, ça c'est un camion. Autrement dit, du champ à la maison, il n'y a pas de aucun problème. Mais enfin, il faut. J'ai même été surpris que cette dame ait pu faire une telle interprétation. Il n'y a aucun... Personne ne demande un document à cela. Parce que c'est que vous étiez avec les paysans dans le Septentrion il y a une semaine. Oui. Mais ce n'est pas... Je suis allé leur expliquer pour dire au fait, il y a eu un lapsus. Elle voulait parler des transporteurs, des camionneurs. Aujourd'hui, la douane est en train de travailler de telle sorte que on ait ce document, le document de convoyage, qu'on l'ait en électronique, que quelqu'un puisse télécharger sur son téléphone, il remplit et le système fera que la douane sera avertie, et on a cette donnée, il appelle pour qu'on le suive. Ce but-là, c'est d'abord de protéger notre richesse nationale. Qu'est-ce que nous avons au Bénin? On a du coton, on a du soja, on a de l'acajou et on a des chômeurs. Donc il faut travailler grâce à l'acajou, le soja et le coton. L'ananas aussi. À l'ananas, voilà. Pour que on diminue les chômeurs. Et pour diminuer les chômeurs, c'est de pouvoir transformer notre matière première ici chez nous. Patrice Talon regrette la cherté de la vie et le faible pouvoir d'achat du plus grand nombre, mais cela ne l'empêche pas d'être satisfait des travaux engagés. Est-ce que vous pensez que dans tout ceci, dans toute cette machine qui a été mise en branle, la population se retrouve? Alors, c'est ce que je vous dis. Il nous manque de communication. Il nous manque d'éducation civique. Moi, nous avons presque les mêmes âges, mais je me souviens très bien, vous n'avez pas oublié. Adonaton we mingbe, bodo domina legele, sonondolile, nyonondolile. La révolution demandait à chacun d'avoir un petit lopin de terre. Tout fonctionnait. Mon père enseignant, ma mère ménagère, nous avions des champs. Même à Cotonou, les carrés vides, on faisait du manioc, mais qui le fait encore aujourd'hui? Personne. Au fait, il y a un déséquilibre au niveau de notre société. Du fait de l'éducation, une bonne partie des jeunes
quittent le système productif agricole et vont à l'école. Et ils sont perdus pour le système productif. Ceux-là, quand ils finissent leurs études, oh, je suis diplômé sans emploi. Ils sortent d'un cursus scolaire sans aucune formation. C'est sympa. Et tu le vois, il dit, je suis juriste. J'ai fait ressources humaines. J'ai fait géographie, linguistique. Il n'a rien fait. Donc, ceux-là, il faut les nourrir. Il n'a rien fait, mais la filière existe. Ah ben, c'est ça, justement. C'est pour ça, celui que vous allez nous aider à faire élire, après que le président Talon l'ait pointé du doigt, ben, en 2026, nous allons travailler de telle sorte que nous revoyons nos curricula. Vous, grand démocrate, vous êtes d'accord pour que le président Talon nous pointe quelqu'un du doigt qu'on va élire? Oui, et je vais vous dire pourquoi. Vous savez, nous allons, le sixième partisan veut que le BR ait ses candidats, enfin son binôme, UPR est son binôme. Mais il ne vous a pas échappé. Il n'y a pas que BA et UPA au Bénin. Attendez, il ne vous a pas échappé que Patrice Talon est quand même le chef de cette mouvance-là. Et moi, je ne sais pas me mentir, moi. Nous n'avons pas encore autant de liberté à pouvoir dire non, on s'oppose au choix du président. Le président ne va pas imposer, il va suggestionner. Il va suggérer. Mais la suggestion du roi, ben, c'est un ordre. On dit Oba Tissoro, Kabi ici. Et donc, ce sera comme ça. Vous confondez un président à un roi? Nous sommes en Afrique et c'est tout le drame que nous avons chez nous. Nous importons un système politique qui ne répond pas à notre façon d'aborder l'autorité. Je vous avais parlé hier, à la veille des élections, pour des choses que vous défendez aujourd'hui, ou contre lesquelles vous allez aujourd'hui. Non, vous vous trompez totalement. Je suis un homme pragmatique et je ne vis pas dans le passé. En 2016, j'étais candidat et j'ai proposé un programme intitulé « Un Bénin où il fera bon vivre pour chacun, pour peu qu'il travaille ». Moi, je prenais le contre-pied de ce que le président propose aujourd'hui. C'est-à-dire, je voulais aménager, viabiliser toutes nos terres agricoles, faire la mécanisation, l'irrigation de nos terres agricoles, produire que nous mangions et que nous transformions une partie et que le surplus soit vendu au Nigeria. Et c'est après ça maintenant qu'on fera les infrastructures. Le président, lui, il a proposé de commencer d'abord par les infrastructures pour finir par ce que je disais. Je disais aux Béninois, que je connais, aimant beaucoup la nourriture, pour dire le président Talon va embellir Cotonou, il va embellir nos villes, mais vous risquez de ne pas manger autant que vous voulez. Et vous connaissant, et avec votre amour pour la nourriture, je pleure en avance pour ce qui va vous arriver. Et ils sont de pleurer maintenant, ils se plaignent pour dire, oh tu avais dit ça hier, maintenant pourquoi tu soutiens? Mais à quoi ça sert que je m'oppose au président alors qu'aujourd'hui, ayant déjà fait presque l'essentiel des infrastructures, je peux, étant avec lui dire président, on peut faire telle chose, ou bien voir tel ministre pour dire tu peux améliorer ceci, etc. Donc oui, moi je soutiens et je suis l'un des meilleurs soutiens car je sais dire ceci est mauvais. Corrigeons. Au besoin de me le dire publiquement. Vous n'avez pas à oublier quand même que ici, dans cette affaire de Niger, où la CEDEAO et lui et moi nous ont amenés, j'ai été l'un des rares maîtres opposés, au point où d'aucuns ont cru qu'il était devenu opposant au président. Heureusement, le président a dit, je connais Kourovi. Il a la liberté de dire ce qu'il pense. Ce qu'il pense, laissez-le. Sinon, si le Talon n'avait pas été un démocrate et tolérant, ben d'aucuns voulaient me faire la peau. Et aujourd'hui, qui a eu raison? Emini, c'est moi. Donc, je sais dire ce qui ne marche pas afin qu'on améliore. Mais personne ne peut me convaincre que Talon ne mérite pas qu'on le célèbre au superlatif. Au superlatif. Je vous dis oui. On va suivre un peu les avis des députés juste après cette déclaration à l'Assemblée nationale, ce discours du chef de l'État à la nation. Ce qui a retenu mon attention au-delà de ces points, c'est que le chef de l'État a réaffirmé que le Bénin est au-dessus de tout. Le Bénin est au-dessus de chacun d'entre nous. Nous sommes des variables interchangeables, mais ce qui n'est pas changé, c'est notre pays, c'est le Bénin. Et sa lutte pour le progrès doit avancer, quels que soient les prix à payer. Et c'est en réaffirmant cela que nous avons véritablement eu la chair de poule et nous nous sommes dit que véritablement ce qui a commencé depuis 2016 va se poursuivre pour le développement du Bénin. Quel Béninois n'est pas fier de voir les bons que notre pays fait?
Quel Béninois n'est pas content en venant ce matin à Porto-Novo de circuler sur une double voie? Quel Béninois n'est pas content quand on montre les images du Bénin? Quel Béninois n'est pas content des progrès qui sont en cours? Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Il faut poursuivre le développement pour que demain nos enfants soient fiers du Bénin qu'on leur aura laissé. Et le chef de l'État nous a donné cette assurance que la dynamique va se poursuivre, la dynamique de construction d'un Bénin, la dynamique d'une gouvernance moderne où le développement, le béninois est mis au cœur de cette dynamique. Le Bénin a des routes maintenant de qualité. Ça, il faut l'avouer, il faut avoir le courage de le dire. La qualité du goudron qui se fait aujourd'hui, ce n'était pas cette qualité de goudron que nous observons par le passé. En tout cas, si je peux me mettre à citer, c'est à ne pas finir. Je suis fière aujourd'hui d'être béninoise. Je suis fière d'avoir comme président de la République son Excellence Patrice Talon, qui a vraiment changé l'image de notre pays. Il a changé. Le Bénin est devenu un pays phare, tant dans notre sous-région qu'à l'international. Nous sommes fiers d'avoir le président Patrice Talon comme président de la République du Bénin. À mon avis, ça lui ressemble. Ça lui ressemble, d'autant que la marque, la caractéristique de ce régime, c'est de penser que leur satisfaction personnelle et la satisfaction de ceux qui sont dans leur environnement immédiat est la satisfaction de tous. Si le président n'observe pas que nous avons beaucoup de recul au niveau du taux d'achèvement scolaire, c'est qu'il ne fait pas attention. Il ne fait pas attention à la gestion du régime. Et il se satisfait de quelques immeubles, de quelques routes, enfin le bling-bling. Le bling-bling. Mais c'est déjà bien qu'il reconnaisse que la vie est chère. C'est déjà bien qu'il reconnaisse que nous avons faim, que nous ne mangeons pas à notre faim. Mais ce que l'on doit regretter, c'est qu'ils nous disent que nous sommes venus de si loin qu'on n'a pas le droit de continuer à dire que nous avons faim parce qu'on ne peut pas régler notre problème. En fait, c'est ce que j'ai noté dans le discours du président et je suis profondément désolé, attristé par cela. Alors, Bertin Corvy, je vous vois brûlant d'impatience de réagir face à ces propos de Éric Ndeté. Oh, bon, Éric Ndeté fait du Éric Ndeté, c'est pas nouveau. Et Patrice Talon fait du Patrice Talon, il a dit. Alors, vous voyez, donc... Bertin Corvy fait du Bertin Corvy. Voilà, au fait, connaissant Éric Ndeté, moi je ne suis pas surpris. En réalité, je le comprends, qu'il trouve que qui se pourrait que les chiffres donnés ne soient pas justes, cela s'explique. Ils n'ont pas voté le budget, ils n'ont pas lu. Quand vous voulez qu'il sache ce qu'il n'a pas voté, ce qu'il n'a pas lu. Mais il a lu. Non, il n'a pas lu. Il dit qu'on parle de 30. Oui, mais non, c'est ce qui a été fait en commission. Le budget qui a été voté, l'a-t-il voté? Non. Alors, le budget parle de 30 lycées? Oh, on ne va pas parler du budget ici. Si vous voulez je ne veux pas amener de l'eau à son moulin. Le président a parlé. Obati Soro. Kabi ici. Maintenant, il est dans son rôle, il est opposant. Il parle de bling-bling. Pour aller à Porto-Novo. Et il est passé dans les airs, c'est pas sur le goudron là. Il n'est pas content de... Vous n'êtes pas content de passer sur les routes de Cotonou aujourd'hui? Non, dites-moi que vous n'êtes pas fier de Cotonou. On peut en dire ce qu'on veut. Il y a un domaine où il aurait pu parler, où je n'aurais peut-être pas pu opiler. Non, mais réagir. Mais sur les infrastructures, là, on en a besoin. Donc, il ne faut pas faire de tout de la politique. C'est ça le problème. Bon, la mouvance présidentielle est allée dans son rôle, dans son sens. Les opposants ont fait ce qu'ils savent mieux faire en Afrique, aboyer, sans proposition. Je ne sais même pas pourquoi on parle d'opposition dans nos pays. Il ne devrait pas y en avoir. On ne devrait pas avoir. Il ne devrait pas y en avoir. Pour des pays pauvres, ils s'opposent à quoi, au fait? Nous avons tous le même problème, le problème de la pauvreté. Vous en avez été un. Oui, et j'ai fini par me rendre compte qu'il vaut mieux être une force de proposition que d'opposition. On peut être bien opposant et faire des propositions. Mais ils n'en font pas, hélas. Mais quand vous me suivez parfois,
alors que je suis de la mouvance présidentielle. Quand il prend des positions, vous ne vous dites pas, monsieur est un opposant. Pourtant, je ne le suis pas. Ce n'est pas parce que je soutiens le président, je soutiens un régime que je ne peux pas analyser, réfléchir aux insuffisants pour qu'on les améliore. C'est ce que chacun devrait faire. Nous devons tous travailler ensemble. Les oppositions. Et puis, quand vous écoutez en Europe, est-ce que vous entendez mouvance présidentielle opposition? On peut parler de droite et gauche. Ça veut dire c'est pratiquement la même chose. Ce n'est pas la même chose. Parce que, allons dans la psychologie de la communication, surtout tel que l'Africain conçoit un opposant. Un opposant, c'est un ennemi. Et qu'est-ce que l'Africain entend faire à un ennemi? Le détruire. Donc, ceux qui nous ont vendu la démocratie, avec leur leitmotiv de chez eux, ne savent pas que dans notre culture, on n'est pas prêt à ça. Ceux qui sont au pouvoir voient ceux qui s'opposent comme des adversaires qu'il faut écraser, alors qu'en réalité, ça devrait être des partenaires qui doivent faire de la proposition. Et c'est tout le drame. Donc moi, je ne rougis pas à ce qu'ils disent. Il joue son rôle et c'est à son honneur. On parle aussi de tournée de reddition des comptes. On a vu cette tournée-là où même la sélection des gens qui devaient entrer dans la salle a été faite au pifomètre. Non, pas au pifomètre, mais a été bien élaborée. Il fallait donc appartenir à certaines obédiences pour entrer dans la salle. Pourtant, on parle de tournée de reddition des comptes. Cela devrait se faire devant tout le peuple, sans distinction ni d'appartenance politique, ni de parti politique, ni de sexe, ni de genre. Ben alors moi, je reste corvien. Ben, la tournée qui a été faite est d'abord une occasion pour donner l'information à ceux qui sont favorables au son de la musique que joue le gouvernement. Donc, ce n'était pas une occasion pour faire venir ceux qui ne savent même pas de quoi on parle déjà ou bien qui s'opposent à ce que fait le gouvernement. Moi, j'assume mes positions. Donc, de ce point de vue, on a fait entrer ceux qui nous sont déjà à moitié acquis pour qu'ils aient d'explications. C'est à eux maintenant d'aller vers les populations et là, ils vont parler à tout le monde dans leur milieu pour faire comprendre aux autres qui étaient encore en retard sur la belle mélodie du développement qui se joue, eh bien, leur dire ce qui se fait. Est-ce que c'est les vôtres qui avaient besoin d'explications ou le peuple? Ben ça, les nôtres ne sont pas martiens, ils font partie du peuple. Mais est-ce que normalement une reddition de comptes devrait se faire aux vôtres ou au peuple? Mais c'est ça justement, les nôtres aussi sont du peuple. Mais c'est-à-dire, eux, les salles sont tellement étriquées. Mais quand Patrice Talon en parlait, il a parlé de la population. Ben oui, mais parce que ceux qui nous soutiennent aussi sont de la population. Bertin Corvi, soyez réaliste. Mais moi, je suis réaliste. Est-ce que normalement, la reddition de comptes devrait se faire aux gens acquis à votre cause ou aux populations? Mais j'ai dit, bon, ceux qui sont acquis à notre cause, sont-ils pas de la population? Mais la reddition de comptes? Oui, je demande s'ils ne sont pas de la population. Non, je dis... C'est des Togolais ou bien des Béninois? C'est des Béninois. Donc, eux, là, ils viennent écouter. Et puisqu'ils sont dans un quartier, dans une maison, dans une ville, ce sont eux qui seront les porteurs de bonnes nouvelles. Il ne vous a pas échappé que Jésus-Christ a été écouté par plusieurs, mais il n'a choisi que 12 apôtres. Mais entre les membres du gouvernement et les vôtres qui sont au sein de la population, qui est mieux placé pour expliquer les choses aux populations? Attention. Entre celui qui est sous le feu de la rampe et celui qui doit porter la voix de quelqu'un. Oui, mais je vais vous dire une chose. Ce n'est pas en 30 minutes, en 1 heure de temps ou bien en une journée qu'on peut passer le message à tout le monde. Ils sont tellement nombreux. Donc, ce qu'on a fait, les membres du gouvernement ont essayé d'expliquer les choses à ceux qui leur sont déjà favorables au niveau de la psychologie pour que ceux-là, au quotidien, continuent de parler aux populations. Bertin Corvi, je ne vous sens pas convaincant et convaincu même de ce que vous dites. Ah, vous n'êtes pas convaincu? Sur cet aspect-là. Ah non, moi, je suis convaincu. Non, j'assume au fait. Parce que vous voulez au fait nous reprocher de n'avoir pas choisi au hasard celui qui viendrait écouter. Absolument. Mais non, nous sommes en politique. Ah, mais le hasard n'existe pas en politique. Et en politique? Ah, mais tout est cadré, tout est organisé. Il faut abattre celui qui n'est pas avec soi? Mais personne n'abat personne, on veut porter l'information. Donc, on donne l'information à ceux qui ont des prérequis pour comprendre. Ceux qui ont déjà des prérequis pour comprendre le message sont ceux qui ont été invités. Et c'est eux qui iront faire de l'andragogie presque tous les jours dans leur quartier. Et vous ne vous a pas échappé que sur les médias, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook, sur les télévisions, nous continuons de parler, d'expliquer aux populations. Et elles sont très heureuses. Ah ben oui. De quoi? De tout ce que se fait pour elles. Hein. Aller à Fidjurosé aujourd'hui, tout le monde est content que le goudron puisse passer dans les ruelles. Donc, vous pouvez imaginer ça à Cotonou? Tout se résume à ça.
Or, c'est déjà ça. Il faut commencer par quelque part. Aller au Togo et parler aux Togolais. Ils veulent le talent pour un président. Bon, les êtres sont comme ça. Hein. Ils ne sont jamais satisfaits de celui qu'ils ont. Mais les étrangers qui viennent ici sont fiers de notre pays. De ce qu'ils voient. De ce qu'ils voient. Mais pas de ce que nous vivons. Oui, mais ce que nous vivons, nous l'assumons. Je vous ai dit que pour construire un pays, il y a un temps de sacrifice. Personne ne dit que les Béninois sont très heureux aujourd'hui. Mais quand on mangeait 4 fois par jour, on est resté dans de la porcherie. Aujourd'hui, nous devenons un pays. Il va arriver un moment où, effectivement, cette résilience qu'on demande au peuple va baisser. Mais on est à l'étape qui nécessite ça aujourd'hui. Je prends la Corée du Sud. C'est sur 25 ans que le peuple a serré la ceinture. Je prends Singapour. C'est sur 40 ans. Même la Chine, c'est sur 40 ans. À un certain âge. Vous aviez vu, les Chinois, ils étaient tous en kimono. Et ils se ressemblaient les uns les autres. Ça, c'était la période de construction. 1980 à 2000. Deng Xiaoping a lancé le système. Il a fait 10 ans, il est parti. Talon lance le système. Il fait 10 ans, il s'en va. Bon, si le peuple pouvait lancer un référendum pour qu'on l'oblige à faire encore 5 ans, jusqu'en 2031, ce ne serait pas mauvais. Mais malheureusement, lui-même dit qu'il ne veut pas. Bon, j'ai essayé de le convaincre, il refuse. Ce peuple béninois, si vous voulez qu'on le garde, c'est à vous de vous exprimer. Et le peuple est toujours roi. Vous avez peur des référendums, apparemment. Ah ben, on peut faire un référendum, ce serait une bonne chose. Voilà, on va continuer cette émission. Bertin Kohovi, on va suivre la partie du discours du chef de l'État où il a haussé le ton pour dire qu'on ne va pas changer la donne. On va suivre et on revient. L'année 2024 qui s'achève a consolidé nos acquis et poursuivi la dynamique au-delà de nos attentes. Fort de ce constat, je m'en voudrais de ne pas vous exprimer, honorables députés, toutes tendances politiques confondues, ma conviction, largement partagée par la plupart de nos concitoyens et qui se résume comme suit. Le Bénin, notre pays, a trouvé son chemin. Et cela est irréversible. Peu importe l'opinion et le souhait des nostalgiques en quête d'un retour à notre passé honteux. Fini l'usurpation du pouvoir politique par des vendeurs d'illusions incompétents et mal intentionnés. Aucune supplication, aucun râlement, aucune menace ne nous fera reculer. Honorables députés, aucun compromis politique préjudiciable à notre développement ne sera concédé pour faire plaisir à qui que ce soit ou satisfaire un quelconque consensus politique. Le Bénin est au-dessus de tout. La démocratie et la compétition politique devront désormais être exclusivement et absolument au service du développement. Vive le progrès, vive le Bénin. Alors, Bertin Kohovi, Patrice Talon hausse le ton. Oui. Est-ce que c'était nécessaire? C'était même indispensable. En réalité, et là je vais faire de la psychologie, c'est ce petit extrait qui donne tout son sens, tout son poids à son discours. À qui s'adressait-il? Ben, à tout le peuple béninois, opposition comme mouvance. Mais les mouvanciers ne se trouvaient pas dedans. Qui vous a dit ça? Il y en a qui avaient mauvaise conscience. Parce que un père de famille connaît ses enfants. Hein, et parfois même, contrairement à ce que les gens croient, l'opposition à un régime, parfois n'est même pas les opposants
qui s'égosillent tous les jours. C'est parfois à l'intérieur. C'est parfois à l'intérieur même. Donc pour moi, ce discours n'apostrophe pas LD et autres, non. C'est tout le peuple béninois qui l'appelle à la retenue et à faire attention. Parce qu'il dit, nous ne pouvons plus reculer. La récréation est terminée. Aussi, nombreux croient que c'est seulement les opposants 0.2 qui sont tapis, qui veulent qu'on change le code électoral ou bien qu'on fasse d'assises nationales pour changer ci et ça. Mais ils sont nombreux qui se cachent dans la mouvance présidentielle, qui en privé vous tiennent les mêmes propos. Le président les entend, il a des services de renseignement. Donc ce discours s'adresse à tout le monde. Comment pouvez ce cadre de machin, comment de concertation, voilà, je vais y arriver. Cadre de concertation d'une certaine opposition qui dit, qui veut auditer le fichier électoral, qui n'existe pas encore de par notre loi aujourd'hui. Et il dit qu'il veut auditer le fichier de 2023. Mais pour faire quoi? Il y a quand même la liste électorale. Non, il n'y a plus de liste permanente justement. Actualisée. J'ai dit, il n'y en a pas encore. La loi dit, c'est à 180 jours. La loi, on peut la critiquer. Hein? Ça, c'est autre chose. Mais là, c'est à 180 jours qu'on met la liste à disposition. C'est cette liste-là qu'on peut vouloir auditer au besoin. Est-ce que 180 jours permettront d'auditer une liste électorale? Mais alors, mais il y a quand même une base de données. Il y a une base de données, c'est sûr, mais ce n'est pas encore une liste électorale. Oui, ce n'est pas une liste électorale, mais c'est l'existence sur laquelle... Ils auraient pu dire, parce qu'il faut s'en tenir à ce que chacun dit, ils auraient pu dire, on veut auditer la base de données à partir de laquelle la liste électorale est retirée. Ça, je n'aurai pas d'argument. Ils vont me clouer le bec. Mais aujourd'hui, là, c'est la liste électorale qui veulent auditer, on n'en a pas encore. Et qu'est-ce qu'on a autorisé à auditer alors, puisque quelqu'un a autorisé? Mais justement, le président, lui, ce n'est pas lui qui fait les lois. Hein. Il les a autorisés parce qu'il croyait qu'ils attendraient venue la période où la liste électorale serait là. C'est maintenant que le monsieur rend compte qu'il leur, comme un papa gâteau, ou bien gâteux, dirait Claudine Prudencio, papa bonheur, le président Talon a accédé à la demande de son frère et ami Yahi Boni. Et maintenant, on se rend compte que techniquement et juridiquement, ce n'est pas possible avant qu'on soit à 180 jours de l'élection et que le fichier n'existe pas. Est-ce que c'est auditable en 180 jours? J'en sais rien, mais attendez. Ceux qui veulent auditer, là, qui parmi eux, ils ont peur de qui, au fait? Ils n'ont pas confiance en leurs institutions? Vous avez confiance aux institutions? Ah ben bien sûr. Pourtant, quelqu'un a quitté votre camp et a pris la clé d'Escampette. Ah bon, et c'est qui ça, celui-là? Le ministre Kenom. Oh, le ministre Kenom. Voilà, le ministre Kenom qui... Ah bon, vous ne pouvez pas me faire parler de Kenom. Kenom a été ministre durant combien d'années? Et il n'a rien trouvé à reprocher au système si le système avait un problème. Et c'est maintenant opportunément qu'il y a des choses qui se reprochent, qu'il fuit comme un petit lapin, laissant femmes et enfants derrière. Mais non, il a été durant 7 ans ministre de la Justice. Alors, ce n'est pas... Nous, on a un problème. Est-ce que ça dit que tout est normal dans le système? Tout est normal. Les institutions fonctionnent normalement. Mais bien sûr, il n'y a pas mieux. Maintenant, les œuvres humaines sont corrigibles. Il faut les corriger, ça je suis d'accord avec vous. Mais on ne peut pas dire qu'il y a un problème institutionnel chez nous. En tout cas, à l'étape où on est, non. Et c'est d'ailleurs de ce point de vue que je refute cette idée qui est partagée un peu partout. On dit qu'il faut des assises nationales. Pour se dire quoi au fait? Salam alaikum. Voilà, Bertin Kovi, cette entrevue, cette émission tire à sa fin. Déjà, la parole est libre. Votre mot de fin. Bon, alors, j'ai vu qu'il y a un certain nombre de jeunes. Hier, c'était vendredi rouge, enfin, mercredi rouge. Après, je vois jeudi orange. Les mercredis rouges sont avec vous. Bon, voilà, je vois aujourd'hui jeudi orange. Et j'écoute mon frère et ami, Korogone Cheisira. Mon frère, retrouve ton esprit et reviens et que nous construisons ensemble notre pays. Tu as dû voir que ton mouvement-là ne prend pas. Il n'y a pas de honte à avoir essayé, à y pas échouer. Voilà, pour ça, nous avons décidé aussi de lancer la dynamique vendredi blanc. Et chaque vendredi, les Béninois sont appelés à porter du blanc, qu'ils soient de l'opposition ou bien de la mouvance, parce qu'on a besoin de la paix. Les pays où les gens disent non,
S'il n'y a pas telle chose, il y aura la guerre, là, il y aura la violence. Mais la violence, on ne sait pas qui ça va détruire. Donc, pour rien au monde, personne ne doit faire l'apologie de la violence pour se faire justice politique. Et le mouvement sera lancé le vendredi prochain 27 à Eldorado, de 16h à 22h. Il y a un barbecue et à l'occasion de ce barbecue-là, il y aura un discours, des messages qui seront partagés. Attention, l'essentiel est fait sur fonds propres, mais ceux qui veulent venir au barbecue, qu'ils préparent 10 000, ils auront droit à un t-shirt et à manger de la viande. Parce que nous avons décidé de faire participer les Béninois, ma foi, à ce à quoi ils profitent. Il n'y a plus celui-là qui vous donne l'argent pour aller faire des activités politiques, ça n'existe plus. Bon, je dirais malheureusement, nous on est devenu un soutien indéfectible d'un président au moment où le président a le centre de l'économie, à l'eau, il n'y a pas d'argent dedans. Mais on est fiers de ce que notre pays est construit. Et c'est l'essentiel au fait. Voilà, ce sera tout pour ce décryptage du discours du président de la République au niveau de la représentation nationale. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez pris du plaisir et avoir beaucoup d'informations par rapport à ce discours. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi. À la prochaine.